La naissance. Le futur roi vient au monde le 5 septembre 1638 sous le nom de Louis Dionné. Marié depuis de longues années, ses parents, le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche, n'avaient pas eu encore d'enfants. Louis est souvent malade et c'est un enfant très fragile qui frôle plusieurs fois la mort. En grandissant, il se passionne pour la chasse et la danse. La régence. À la mort de son père, Louis n'a que 5 ans. Il est trop jeune pour diriger le pays. C'est sa mère, aidée par le cardinal Mazarin, qui assure cette tâche à sa place. Mais il faut trouver de l'argent pour faire la guerre. Et cela met beaucoup de gens en colère. Les nobles, parlementaires et peuples se révoltent. C'est la fronde. La fronde. La famille royale a peur car un peu partout la révolte gronde. Elle est obligée de fuir Paris en pleine nuit et de se réfugier à Saint-Germain-en-Laye. Le petit Louis s'en souviendra toute sa vie et en restera méfiant envers Paris et la haute noblesse. L'arrestation de Fouquet. À la mort de Mazarin, Louis XIV choisit de gouverner seul. Sans l'appui d'un premier ministre pour montrer sa nouvelle autorité, il décide de punir Fouquet, surintendant de fiancés qui avait profité de son métier pour s'enrichir. En août, Fouquet donne dans son château de Vaux-le-Vicomte une grande fête. Quelques jours après, il est arrêté puis emprisonné. Le roi est jaloux de lui. Les ministres. Pour gouverner le royaume, Louis XIV s'entoure de ministres très intelligents. Jean-Baptiste Colbert est chargé de la marine, de l'économie et des finances. Le marquis de Louvois de la guerre. Chaque semaine au conseil, le roi écoute ses ministres, mais il prend soin de ne pas choisir de favoris. Il veut être le maître et décider seul. Versailles. Louis XIV fait d'abord effectuer de grands travaux au Louvre, palais où habité de nombreux rois de France. Puis, il décide d'agrandir le château de Versailles, où son père aimait chasser. 20 années sont nécessaires pour terminer le château. Louis XIV s'installe à Versailles dès la fin des travaux. La ville qui s'est créée autour du château devient la seconde capitale du royaume. Le protecteur. Grand amateur de fêtes et de spectacles, le roi protège tout au long de son règne de nombreux artistes, Molière, Corneille ou Racine, font jouer leurs pièces à la cour. Le brun décore les plafonds de la galerie de glace, Lully compose des ballets où le roi lui-même accepte de danser. Le règne de Louis XIV est une période de gloire pour la langue, la culture et l'art français. La guerre. Comme tous les rois de France, Louis XIV est un roi guerrier. Sous les ordres de grands capitaines comme Turenne, Luxembourg ou Villars, les armées françaises se battent contre des pays voisins pour agrandir ou défendre le royaume. Ces guerres contribuent au prestige de la monarchie française. Elles sont aussi coûteuses en argent et en vie humaine. La cour. Roi Soleil, Louis XIV est très attaché au respect de la personne royale. Autour de lui, la cour s'organise suivant les règles très strictes. La vie quotidienne du roi, son lever, son repas, ses promenades ou son coucher sont mises en scène comme une pièce de théâtre pour obtenir une faveur du roi. Les courtisans se soumettent à ce jeu. À Paris, on se moque volontiers de leurs courbettes et de leurs flatteries. La mort. La fin du règne de Louis XIV est marquée par des défaites militaires et une situation économique difficile. Le roi meurt de maladie à Versailles en 1715. Il a 76 ans et a régné seul pendant 54 ans. Son règne a donné à la France une place très importante en Europe. Son héritier, le futur Louis XV, monte sur le trône. Il a 5 ans. Un enfant solitaire. Le 15 avril 1452, le petit Léonard naît à Vinci en Italie, non loin de Florence, qu'on appelle à l'époque la Cité des Arts.
C'est à ce village que l'enfant doit son nom devenu célèbre. Son père est notaire et sa mère paysan. Léonard est séparé de sa mère très jeune. Il grandit avec son père et sa belle-mère. Ce que Léonard aime par-dessus tout, c'est se promener seul et explorer la campagne de Toscane. Tout l'intéresse dans la nature. Il observe et dessine pendant des jours entiers les fleurs, les arbres, les nuages et les animaux. L'atelier de Verrocchio. En 1467, le père de Léonard déménage et l'emmène avec lui à Florence. Il présente les dessins de son fils au maître Verrocchio, peintre et sculpteur. Celui-ci le prend comme un apprenti dans son atelier. Léonard se fait vite remarquer, car il peint les ombres et les lumières avec un talent impressionnant. Verrocchio lui demande alors de l'aider à peindre le baptême du Christ. Léonard doit dessiner un ange. Son personnage est si beau qu'on voit que lui sur le tableau. La légende dit qu'en découvrant le travail de son élève, Verrocchio, plein d'admiration, aurait cassé son pinceau et renoncé à peindre. Premier chef-d'œuvre, Léonard améliore sans cesse sa technique de peindre. Il met au point un procédé extraordinaire, le sfumato. Les personnages sont dessinés sans ligne ni contour et apparaissent comme des nuages de lumière. Pour réussir, il faut superposer des dizaines de très fines couches de peinture. Chaque tableau nécessite des mois et des mois de travail. Évidemment, Léonard prend du retard sur ses commandes. Certaines même sont annulées, mais il cherche la perfection et il attend. Milan. Léonard de Vinci est maintenant connu dans toute l'Italie. En 1482, il part pour Milan et entre au service de duc Strova. Celui-ci commande la plus grande statue de cheval du monde. Pour réaliser cette œuvre en bronze de 7 mètres de haut, Léonard va travailler 10 ans à faire des croquis et des modélages. Mais les soldats français du roi Louis XII envahissent l'Italie et le duc donne à son armée les 10 tonnes de bronze qui devaient servir à fondre la statue. Heureusement, Léonard a de nombreux autres projets. Il peint, devient conseiller en architecture et étudie la mécanique. Au service de César Borgia, Léonard doit quitter la ville de Milan, qui a été prise par le roi de France, Louis XII. Il entre au service du riche César Borgia comme ingénieur général. César est un guerrier et Léonard le suit dans ses campagnes militaires. Il lui propose des inventions extraordinaires pour gagner ses batailles. Un char blindé, un sous-marin et même une mitrailleuse. Mais à l'époque, il n'existait pas encore de moteur capable de faire fonctionner et les inventions de notre pauvre artiste sont jugées farfelues. Le roi Louis XII. Les Français admirent beaucoup Léonard, lui proposent de travailler pour eux. Léonard est ravi et retourne à Milan, où il se met au service du duc d'Amboise. À l'occasion de la visite du roi de France en Italie, Léonard invente un incroyable robot, un lion qui marche. Le roi demande à Léonard de devenir son ingénieur militaire. Léonard accepte et se met au travail pour Louis XII. Il dessine notamment des splendides cartes de géographie en volume du grand art. Une dure compétition. En 1512, les Français sont battus et quittent l'Italie. Léonard déménage alors à Rome, mais il n'est plus la seule célébrité italienne. De nouveaux artistes sont à la mode, comme Raphaël et Michel-Ange. On pense de moins en moins à lui pour construire des forteresses ou embellir la capitale. Le pape choisit Raphaël pour peindre le dôme de Phasique Saint-Pierre de Rome. Déçu, Léonard quitte l'Italie pour la France. À la cour du roi de France. Le nouveau roi de France, François Ier, est un grand admirateur de Léonard. Il le nomme premier peintre, architecte et mécanicien du roi.
et met d'énormes moyens à sa disposition pour qu'il puisse créer en toute liberté. Il lui offre même un manoir, le Clos Lucé, à proximité du château d'Amboise. À plus de 60 ans, Léonard passe des jours heureux à organiser des fêtes et à faire des recherches scientifiques. Peindre est beaucoup plus difficile car il est devenu paralysé du bras droit, mais qu'importe, il finit ses tableaux du bras gauche. L'héritage. Bien que très malade, Léonard de Vinci travaille encore à de nombreux projets. François Ier, qui désire que Romorantin soit la nouvelle capitale de la France, lui demande d'en imaginer les plans et d'y construire un palais. Léonard ne terminera pas ce travail. Il meurt à Clos-Lucé à 67 ans. Selon ses dernières volontés, il est enterré dans la chapelle du château d'Amboise et 60 mendiants suivent son cortège. Il lègue ses livres et une partie de son œuvre à son fidèle élève Franco Melzi. Un artiste éternel. Lorsqu'on parle aujourd'hui de Léonard de Vinci, on évoque le génie de la Renaissance. Peintre, architecte, sculpteur, ingénieur, savant, il savait tout faire. Et il faisait tout bien. De nombreuses expositions permettent de voir ses peintures ou les croquis de ses incroyables inventions. Mais son œuvre la plus connue reste la Joconde, le tableau de cet inconnu au sourire mystérieux est l'œuvre d'art la plus visitée au monde.